Au décryptage. Pour bien comprendre le corps humain, surtout quand on étudie la médecine ou qu'on est passionné par les sciences, l'anatomie pure, franchement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment se plonger dans la physique. Aujourd'hui, on va explorer comment l'énergie physique brute de notre environnement se transforme en signaux biologiques ultra complexes et surtout, on va regarder de très près comment de simples pannes mécaniques à l'échelle microscopique déclenchent de véritables pathologies cliniques, en partant de l'œil jusqu'au fond de l'oreille. Au programme aujourd'hui, on suit une logique purement anatomique. On commence par les bases biophysiques de la perception, on enchaîne avec les anomalies dioptriques de la vision, puis les dyschromatopsies et les soucis de couleur. Ensuite, on fera une belle transition des ondes électromagnétiques de l'œil vers les ondes mécaniques de l'oreille pour parler d'impédance, et on terminera sur la classification clinique des surdités. On y va ? Première étape, la biophysique de la perception sensorielle. Avant même de chercher à comprendre ce qui cloche dans un organe, il faut réaliser à quel point la précision biophysique de base est juste dingue. À chaque seconde, le corps capte des ondes et les focalise avec une exactitude quasi mathématique sur des récepteurs cellulaires. C'est de la haute voltige. Prenons l'œil, par exemple. Son but ultime, sur le plan strictement physique, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme. Concrètement, c'est la capacité absolue de notre système optique à prendre un objet dans l'espace, disons un point lumineux, et à en faire une image parfaitement nette, un point exact, tapé en plein sur la rétine. Une fois qu'on a saisi ça, on comprend tout de suite ce qu'on perd quand la mécanique lâche. Si le point ne se forme pas correctement, la biologie, elle ne peut tout simplement pas rattraper les erreurs de la physique. Deuxième partie, les anomalies dioptriques de la vision. Autrement dit, quand la mécanique de réfraction déraille. Plongeons au cœur du problème. Il y a une différence fondamentale dans la façon dont notre système optique peut flancher. D'un côté, on a les amétropies sphériques. Pensons à la myopie, l'hypermétropie ou la presbytie. L'œil arrive toujours à faire son fameux astigmatisme. Le point existe, mais bam, l'image se forme un peu trop en avant ou trop en arrière de la rétine. Elle est juste mal placée. De l'autre côté, par contre, on a les amétropies non sphériques, comme l'astigmatisme. Et là, c'est beaucoup plus chaotique. La courbure de la cornée est irrégulière, l'œil perd carrément son axe de révolution. Conséquence, il devient physiquement incapable de transformer un point-objet en un point-image. L'intégrité même de l'image est détruite. Section numéro 3. Quittons un instant les erreurs de géométrie pour nous concentrer sur la rétine elle-même, et plus particulièrement sur ses bugs quand il s'agit de traiter les longueurs d'onde. Bref, les dyschromatopsies. Pour bien piger les troubles de la couleur, il faut d'abord opposer nos deux grands systèmes cellulaires. D'un côté, le système photopique, c'est notre vision de jour, gérée par environ 6 à 7 millions de cônes agglutinés au centre de la rétine, qui nous donne cette richesse de couleurs. De l'autre côté, le système scotopique. Là, on parle de plus de 100 millions de bâtonnets en périphérie, ultra sensibles, parfaits pour la nuit. Mais attention, eux, ils ne voient qu'en niveau de gris, aucune couleur. Ce qui est absolument fascinant avec les données de nos sources, c'est de voir à quel point la génétique dicte le diagnostic clinique à la perfection. C'est du sur-mesure. Il manque les cônes L, le patient est protanope, donc aveugle au rouge. Sans les cônes M, on passe à la deutéranopie, l'aveuglement au vert. Et s'il manque les cônes S, ceux pour les ondes courtes, on obtient la tritanopie, l'incapacité totale de voir le bleu. C'est littéralement de la biologie moléculaire qui se traduit directement dans notre perception du quotidien. Et ça nous amène à une réflexion clinique assez incroyable. La nuit, quand notre système scotopique prend les commandes, la sensibilité de l'œil fait un bond. Elle passe de 555 nanomètres, qui correspond au vert jaune en plein jour, à environ 507 nanomètres, dans les teintes bleu-vert. C'est ce qu'on appelle l'effet Purkinje. En gros, dans la pénombre, un objet bleu va paraître super clair, alors qu'un objet rouge semblera presque totalement noir. C'est la machine biologique qui recalibre littéralement ses capteurs selon la lumière ambiante. Plutôt malin, non ? Quatrième grande partie, l'impédance et l'oreille. On laisse de côté nos ondes électromagnétiques pour plonger dans le royaume des ondes mécaniques longitudinales, j'ai nommé le son. Suivre le trajet d'une onde sonore, c'est un peu comme tracer une carte géographique. C'est indispensable pour diagnostiquer ensuite ce qui ne va pas. Étape 1, le pavillon et le conduit de l'oreille externe captent les vibrations dans l'air. Étape 2, l'oreille moyenne entre en jeu. Le tympan et les 3 minuscules osselets agissent comme un amplificateur mécanique surpuissant. Étape 3, cette pression est balancée dans l'oreille interne, qui est remplie de liquide, via la fenêtre ovale, pour que la cochelet puisse coder chaque fréquence avec précision. Mais là, on tombe sur un mire biophysique colossal. L'air de l'oreille externe, c'est très peu dense. Par contre, le liquide de l'oreille interne, lui, il est super dense. Et c'est là qu'intervient l'impédance acoustique. En gros, c'est la densité du milieu multipliée par la vitesse du son. L'impédance de l'eau est gigantesque comparée à celle de l'air. Ça crée une barrière physique massive à la transmission de l'onde sonore. Imaginons 2 secondes ce qui se passerait sans notre oreille moyenne. Si les vibrations de l'air tapaient directement sur ce liquide dense, 99,9% de l'intensité sonore rebondirait et serait perdue instantanément. On parle d'une chute catastrophique de 30 décibels. Les petits osselets ne sont pas juste de la décoration crânienne, ce sont de parfaits adaptateurs d'impédance qui sauvent littéralement notre audition.
Section 5. Maintenant qu'on a toute cette mécanique en tête, on peut aborder la classification des surdités, l'art médical de séparer le problème purement mécanique du bug neurologique. C'est là que ça devient crucial cliniquement. La zone de la panne détermine complètement le traitement. Une surdité de transmission, c'est un souci mécanique classique dans l'oreille externe ou moyenne. Un tympan percé, des osselets rouillés, bref. Et ça répond super bien à la chirurgie. Par contre, une surdité de perception, c'est l'onde qui arrive bien, mais la cochlée ou le nerf auditif n'arrive pas à la traduire pour le cerveau. Là, le bistouri ne sert à rien, il faut passer aux prothèses. Et bien évidemment, la surdité mixte, c'est quand on a le malheur de combiner les deux. Alors, testons ces concepts avec un petit scénario de la vraie vie. Prenons un nageur, sous l'eau, avec des bouchons de cérumen qui bloquent complètement ces deux conduits auditifs. Mécaniquement, l'onde sonore ne peut absolument pas atteindre le tympan. Et pourtant, il arrive à entendre distinctement certains sons ambiants. Comment c'est physiquement possible ? Eh bien, c'est la magie de l'ostéophonie, qu'on appelle aussi la conduction osseuse. La physique trouve toujours un chemin. Sous l'eau, les grosses vibrations acoustiques pénètrent directement à travers les os du crâne. La conduction osseuse court-circuite complètement le tympan et les osselets et vient stimuler la cochlée de l'intérieur. C'est la preuve absolue que tant que la partie neurologique va bien, le son peut emprunter des routes secondaires incroyables. Pour boucler ce cryptage, il y a une question vertigineuse qui ressort de tout ça. On a bien vu que notre vision et notre audition sont finalement des systèmes ultra fragiles, calibrés pour une toute petite fenêtre du monde physique. Un cône en moins, on perd une couleur. Un changement d'impédance, on est dans le silence. Du coup, quelle quantité astronomique de fréquences, d'énergie et de données invisibles est en train de traverser la pièce à cet instant précis sans qu'on ait le moindre équipement biologique pour les ressentir ? Ça donne à réfléchir sur nos propres limites, n'est-ce pas ? Merci d'avoir suivi cette analyse et n'oublions jamais, en médecine, c'est cette curiosité pour l'invisible qui fait toute la différence.